où il se fait quasiment pas. Soit vous êtes à Bayonne ou à Villefranche et vous pouvez sortir à 15 heures des cours et vous entraîner, et avoir toute la soirée pour vous entraîner, plus quelques horaires entre 11 heures et midi pour faire un peu de musculation. Soit vous êtes à Paris, au lycée La Canale qui a des classes prépa, qui est vraiment basé sur du haut niveau. Et là, c'est beaucoup plus difficile. C'est le soir après 17 heures et voilà, il faut s'entraîner. Donc c'est des conditions qui sont quand même relativement difficiles. Et l'objet, notamment des 2 premières années, moins de 16 ans, moins de 17 ans, et ça les techniciens reconnaîtront, c'est quand même sur la circulation du joueur, c'est-à-dire la compréhension du jeu. On est vraiment sur la compréhension du jeu, comment je vais me placer, comment je vais être utile, à quoi je vais servir en attaque, en défense, offensivement ou défensivement. C'est essentiellement ça, plus les rudiments de la préparation individuelle du joueur. C'est technique individuelle, c'est musculation, préparation physique, voilà. D'accord. Même si, donc on parle de moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 18 ans. En 3e année, en terminale, c'est des moins de 18 ans. Donc il y a une évolution sur le programme de musculation, bien évidemment. Il y a une évolution sur les exigences techniques et sur les exigences physiques. À partir de 18 ans, et une des volontés qu'on avait mais qu'on n'a pas pu réaliser, c'était faire travailler les moins de 18 ans et les moins de 19 ans ensemble. Là, c'est de rentrer vraiment beaucoup plus sur... des points que vous avez déjà tous entendus sur les techniques au contact, hein, c'est vraiment travailler là-dessus, sur le jeu debout, le jeu au sol, la capacité à contester ou à gagner les ballons. Je ne sais pas, un match est 200, je sais pas, 200 ruck, ball, enfin... Donc, vous voyez, c'est des moments où il faut vraiment travailler, puis la continuité du jeu se ferait à partir de là, et c'est peut-être souvent un de nos soucis. Le deuxième souci, c'est, et là j'enchaîne sur le pôle France, c'est vraiment sur la technique individuelle. Et on a besoin, au-delà de la compréhension du jeu, c'est de pouvoir réaliser ce qu'on a compris. Hein. L'idée c'est ça, c'est voir la situation, c'est bien, la réaliser au mieux, et ben voilà l'essentiel. Donc on travaille essentiellement là-dessus, et on travaille aussi beaucoup sur la préparation physique, puisqu'on a la chance d'avoir les préparateurs physiques du 15 de France qui sont avec nous quand ils ne sont pas pris avec l'équipe, qui sont avec nous sur toute la saison. Donc voilà en gros les orientations sur lesquelles on va, mais Jean-Marc, vous pouvez en parler beaucoup mieux. Non, je parlais de la semaine, c'est quel est le temps qui est consacré, 10 heures de plus en pôle espoir, c'est entre 10 et 12 heures, et en pôle France, c'est entre 15 et 18 heures. Entraînement, mais entraînement, ça veut dire vidéo, comme ça veut dire d'entraînement mental, ça veut dire de la préparation physique, de la musculation, du rugby. C'est tout compris. Voilà. Est-ce qu'il y a une place pour l'arbitrage dans cette formation? Alors non seulement il y a une place pour l'arbitrage, mais il y a une place pour des arbitres. Christophe le sait. Dans chaque pôle espoir, il y a au minimum 3 arbitres, trois jeunes arbitres qui sont formés avec les autres joueurs. Donc c'est des joueurs dont la CCA, mais dont on pense aussi que le fait d'évoluer avec les autres joueurs, d'avoir la même conception de jeu, ça permet aussi d'avoir des arbitres qui demain, aujourd'hui et demain, permettront au jeu de se développer peut-être un petit peu plus que ça peut l'être de certaines fois. Ouais, on pourrait peut-être en parler, Christophe Berdos, qui est arbitre international depuis 2003, je crois, avoir connu le tournoi des Nations, vous avez connu la finale aussi. Quelle est l'évolution? Est-ce que vous sentez vraiment, depuis ces formations, est-ce que vous sentez une évolution dans le comportement des joueurs sur le terrain? Je crois que ce qu'a dit Christophe, c'est incontournable. Hein. C'est vrai qu'à un moment, on a passé un certain temps à fermer la porte, nous les arbitres. Hein. Donc, je suis arrivé dans l'arbitrage, il y avait les arbitres et les joueurs. Il y avait vraiment un fossé. Je crois que la volonté de se rapprocher des clubs, des joueurs, non seulement pour ouvrir cette porte, et surtout pour comprendre le jeu. On me reproche très souvent de ne pas sentir le jeu. Je crois qu'un bon arbitre à l'heure actuelle, c'est celui qui sent le jeu. Alors, à un moment, je crois qu'on ne peut pas apprendre comme ça. Hein. Je crois qu'il faut se rapprocher. Moi, j'ai jamais autant appris que au moment où j'intervenais à Marcoussis, parce que dans leur préparation, on comprend mieux le comportement de certains joueurs, leur approche. Je regardais les ateliers qu'ils font, je comprends mieux les attitudes des joueurs. Et nous, à l'heure actuelle, dans l'arbitrage, on est beaucoup dans l'anticipation du joueur, dans la réaction du joueur, surtout par rapport à nos placements, par rapport à... On voit les joueurs dans le regard,
surtout au haut niveau. On voit qu'il travaille beaucoup, comme disait Christophe aussi, vraiment d'être utile, quoi. Le joueur cherche le bon positionnement, est-ce qu'il doit déblayer, et ça, nous, c'est important, ça, d'aller vers eux, et de le comprendre, je pense, dans l'arbitrage, c'est très important. Et de montrer et puis d'échanger, quoi. Montrer que l'arbitre, avant tout, c'est un joueur comme un autre, quoi, avec ses qualités, ses défauts, il ne se trompe pas tous les matchs. Comme on disait, 200 rucks, 200 décisions, 200 bonnes décisions, c'est compliqué, quoi. Et vous sentez vraiment une différence, une évolution du joueur aussi par rapport à la règle, au comportement On sent des joueurs qui maîtrisent de plus en plus la règle, ça c'est indéniable, quoi. Et les bons joueurs, pour moi, les meilleurs, c'est ceux qui maîtrisent vraiment très bien la règle. Jean-Marc Béderet, donc j'ai dit manager des moins de 18 ans. C'est grâce à eux que nous sommes là ce soir, grâce à ce tournoi. Est-ce que le match des équipes, de l'équipe de France, notamment celui de hier, est-ce qu'on peut parler d'un bilan étape aussi dans la formation? Est-ce qu'autant une analyse, quel a été l'objet du débriefing de cette rencontre? Est-ce que ça a été l'analyse technique du joueur, l'analyse technique collective? J'imagine que c'est un bilan étape de la formation, là aussi, cette rencontre, et les rencontres de l'équipe de France. Oui. Donc on l'appréhende vraiment et on essaie de le faire appréhender vraiment aux joueurs comme une étape, en disant qu'effectivement le débriefing n'a pas encore été fait, puisqu'on a laissé un petit peu les joueurs libres aujourd'hui de penser un petit peu à autre chose, parce que je crois que ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que les plus déçus dans l'histoire, ça reste quand même les joueurs, qui sont extrêmement évidemment déçus de leur performance et aussi évidemment du résultat et de ne pas pouvoir participer à la finale. Donc ça c'est une chose. Après donc le rôle de l'encadrement, du staff par rapport à ça va être nous on est un petit peu déçus, c'est le fait qu'ils n'aient pas réussi peut-être à montrer réellement ce dont ils sont capables et à pouvoir exprimer réellement toutes leurs compétences. Donc à partir de là, ça va être de confronter un petit peu les deux pour que, et c'est pour ça qu'on l'entend vraiment comme une étape, c'est-à-dire que on a un prochain match à jouer. Donc tout le rôle et tout l'intérêt du débriefing, ça va être de comprendre et de mettre des mots sur ce qui nous est arrivé, sur ce qui leur est arrivé. Quand je dis nous, c'est que certainement aussi on est un groupe et que le staff fonctionne avec les joueurs. Donc quand il y a échec, le staff est là aussi pour comprendre comment ça s'est passé, ce que l'on doit modifier. Et surtout aider les joueurs à se servir de ce qui leur arrive, parce qu'en fait le sport c'est quand même une succession de victoires et une succession de défaites. Et je crois que c'est le plus important, c'est de comprendre que rien n'est dû très souvent à la fatalité, qu'il y a des choses qu'il va falloir modifier certainement, ou dans le comportement, ou sur l'investissement, ou sur d'autres ressources techniques ou tactiques, ou mentales. On va essayer de trouver, surtout que les joueurs trouvent eux-mêmes. Ça, je crois que c'est le plus important. C'est pour ça que, comme je vous le dis, en ce moment, donc, ils sont avec les coachs. Et c'est eux qui font le débriefing de leur propre match. Voilà, sachant qu'on aura une deuxième étape où on aura un échange avec eux pour essayer de les aider à mettre des mots sur ce qui leur est arrivé. Et puis, comme disait Marc, qui les a vus il y a à peine une heure, et qu'après, derrière ces mots, on mette en œuvre des actions qui nous permettent de vite rebondir sur le prochain match. Voilà, donc c'est vraiment qu'une étape. On est là pour dédramatiser, pour absorber peut-être tout ce qu'il peut y avoir de négatif dans une défaite, sur l'enjeu, sur ce que cela représente, pour que les joueurs, eux, se concentrent et restent concentrés sur les moyens qu'ils mettent en œuvre pour réussir, et des fois les moyens qu'ils n'utilisent pas et qui amènent à un échec. J'ai envie de dire, le rugby aujourd'hui, on voit à part les super défenses, les super costauds en défense, on voit que la défense a vraiment une emprise terrible sur le terrain, sur le jeu. Alors j'ai envie de demander à Marc, partant de là, comment on va déstabiliser cette défense et quels sont, alors dans le cadre de la formation, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Est-ce qu'il y a je parle de musculation, est-ce qu'il y a autre chose à travailler, des techniques comment maintenant déborder ces défenses hyper organisées, hyper farouches, hyper viriles, et proposer un jeu. On a vu hier justement
On va y revenir peut-être sans faire de comparaison entre le premier match, mais c'est vrai qu'à la sortie de ces deux rencontres, on a vu presque une différence d'organisation. Attention. Et les Anglais, autant les Anglais et surtout les Gallois, qui ont trouvé des moyens de prendre de vitesse, de trouver des solutions pour briser cette défense anglaise, pour la mettre en difficulté un moment. Hein. Après, le physique a repris le dessus et les Gallois ont craqué, malheureusement, pour le public. Mais alors, je vous demande justement, par rapport à cette grosse défense qui existe sur le terrain aujourd'hui, quels sont les exercices, comment on peut s'en sortir pour fragiliser cette défense? Le physique, vous en avez parlé, bien sûr. Mais je crois qu'on rivalise physiquement. Hein. Pendant longtemps, au début du rugby professionnel, on s'est aperçu, je parlais de l'équipe de France, qui avait certains qualifié ça de fossé physique, athlétique. Je pense qu'on s'y est mis. Je pense on souffre encore de grosses carences dans la formation et forcément dans l'élite aussi, au niveau de la technique individuelle. Parce que vous l'avez dit, les défenses sont en place, les joueurs sont de plus en plus athlétiques. Il y a eu évidemment une énorme évolution du rugby. Et je dirais, le gros de cette évolution, c'est au niveau du 5 de devant. Les terrains n'ont pas changé dans leur dimension. Et Christophe le disait, dans les pôles, et au pôle France notamment, il y a un énorme travail qui est basé sur la technique individuelle au poste, la technique individuelle sur les actifs de contact, sur les passes, sur le jeu au pied. On est certainement en France en retard à ce niveau-là par rapport à nos amis anglo-saxons, d'une manière générale, du nord comme du sud. Regardez travailler une équipe de jeunes à l'échauffement, à l'entraînement, ils sont beaucoup plus propres. Je pense que c'est en partie lié à nos conceptions qui sont différentes de ce jeu. Allez parler d'un jeune joueur ou d'un joueur plus expérimenté à un anglo-saxon et vous lui dites qu'il est rugby. Je pense qu'un public français, ça va parler. Ça veut dire qu'il sent le jeu, ça veut dire qu'il sait s'exprimer sur un terrain, qu'il saura peut-être jouer un 2 contre 1 correctement. Ça ne parlera pas en anglo-saxon. Lui, le ligne mêlée, pour qu'il soit rugby, dans son jargon, il faut qu'il ait mangé des passes toute la journée. C'est une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus mathématique d'une certaine manière, et c'est lié à leur technique individuelle. Donc je pense qu'il y a un compromis à trouver, essayer de garder notre culture de rugby intelligent, même si c'est vrai que le professionnalisme est passé par là. On a des entraîneurs anglo-saxons qui sont de plus en plus sur cette rigueur-là, et un peu moins sur une forme de sensibilité de jeu adaptatif, on va dire. Mais ce travail de technique individuelle est essentiel. Il n'y a pas un risque je sais pas, sauf, j'aimerais que des gens participent un petit peu au débat, posent des questions à nos techniciens. Là. Je ne veux pas avoir l'air de celui qui a la pêcheur de tourner en rond, hein, c'est pas ça. Dans l'organisation qui est proposée dans des schémas de jeu, est-ce qu'on n'enlève pas un petit peu de spontanéité aux joueurs, de prise d'initiative? Est-ce que, vous devez l'entendre souvent, je parle dans la formation, mais attention, là, c'est ça. Vous récupérez toute la formation. C'est la continuité. Hein. Oui. C'est la continuité. Je l'ai vécu moi en tant que joueur. J'ai vécu le passage au professionnalisme, j'ai vécu plus d'entraînement dans la semaine, j'ai vécu un rugby qui a été voulu plus structuré, sur l'exemple du Sud, un rugby basé, programmé sur 3 ou 4 temps de jeu, 3 ou 4 relances de jeu. Et à mon sens, à un moment, on a perdu ce goût, ces facultés à jouer les duels. On a travaillé à vide pour enchaîner ces temps de jeu, ces séquences de jeu. Il en faut certaines fois pour aider le joueur quelque part dans l'organisation collective. Mais on a perdu une forme de spontanéité. Et comme on avait en plus ces carences techniques individuelles, qui sont aussi un petit peu culturelles, et on les retrouve encore aujourd'hui dans le rugby moderne, oui, donc à mon sens, on a fait perdre aux joueurs une forme de spontanéité, d'intelligence de jeu. On joue de moins en moins touché, par exemple, des jeux un petit peu libres, des jeux de rue chez les jeunes aussi. Et c'est à mon sens ce qui donne un peu toute cette intelligence aux joueurs de haut niveau, cette forme de spontanéité. Moi, il m'arrive encore occasionnellement